Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de tous les matins Boulbiner Rendez-vous. Boulbiner Rendez-vous reçoit ce matin Elhadj Mamadi Sanassi Keita dans le cadre de la semaine consacrée au PDG RDA, Parti démocratique de Guinée, à l'évolution de ce parti, à ses œuvres jusqu'en 1984, date à laquelle le camarade Sékou Touré, premier secrétaire du parti, a rendu l'âme pour si vous voulez, pour un devoir de mémoire, notre télévision, votre télévision de proximité Boulbiner, la RTG Boulbiner a consacré une semaine à l'œuvre de ce grand homme. Et pour parler aujourd'hui de ce monsieur, nous avons invité, je l'ai dit tantôt, Elhadj Mamadi Sanassi Keita. Il est membre du bureau politique national du PDG et chargé des questions d'éducation. Bonjour Elhadj. Bonjour monsieur. Ok. Et vous êtes là ce matin pour parler du système éducatif pendant le premier régime, c'est-à-dire le régime Ahmed Sékou Touré, de 1958 à 1984. Et globalement et de façon succincte, qu'est-ce qu'on peut retenir du parcours sur le plan éducatif de ce monsieur? Très bien, et je vous remercie beaucoup. Oui. Je dois vous dire en toute sincérité que le parcours mené par le PDG et à la tête le président Ahmed Sékou Touré et tous ses camarades a été un parcours glorieux et franchement qui a fait des prouesses. C'est avec le recul qu'on peut mieux l'apprécier. Vous savez, en 1958, la Guinée n'avait pas de cadre. Moins de 12 universitaires en 60 ans de présence française en Guinée. C'était des cadres moyens. C'est les instituteurs, les infirmiers, les commis, les certifiés qui ont mené le pays à l'indépendance, qui ont mené la lutte de l'indépendance en conscientisant les masses. C'est ce qui nous a amené à l'indépendance. C'est le résultat du bilan de la colonisation. Le bilan de la colonisation. 12 cadres supérieurs. Supérieur, licence seulement, quand je dis supérieur, c'est peut-être licence seulement, doctorat, je n'en connais pas. J'ai vu un professeur, évidemment, qui a été docteur en mathématiques. Et au lycée, quand je suis venu, c'est presque le seul. Alors c'est pour vous dire que ce n'était pas du tout glorieux. Un héritage. Or, on peut mener un pays à l'indépendance sans cadre. Mais on ne peut pas mener le pays au développement sans des cadres. Des ignorants peuvent mener une guerre d'indépendance, mais ils ne peuvent pas mener la guerre de développement. Alors c'est ce qui a fait donc que la priorité des priorités du nouveau régime a été l'éducation. Il fallait démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire le mettre à la disposition de tous. Et c'est ce que nous avons appelé la ligne de masse. Au lieu de prendre quelques-uns, les mettre à l'école dans des gros villages ou dans les centres-villes, il faut occuper tous les villages, y mettre des écoles, mettre des collèges dans les sous-préfectures,
des collèges et lycées dans les sous-préfectures. Des CR. CER, Centre d'éducation révolutionnaire, dans les sous-préfectures, c'est des collèges et lycées aujourd'hui, et des universités dans les régions à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui préfecture. Nous en comptions au moins une trentaine. Oui. Et là, je n'ai pas pour vous couper la parole, mais nous savons que la Guinée a hérité d'un système français. Oui. Mais juste après l'indépendance, on nous a appris qu'il y avait l'enseignement des langues nationales. Vous pouvez nous expliquer un peu ça? Pourquoi ce revirement et à quoi ça aboutit? Oui, c'est effectivement... Bon, on a parlé avant ça, dès que nous avons obtenu notre indépendance, il y avait une ligne fondamentale. Et j'en parlerai tout à l'heure. Parce que les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le système de l'éducation, c'est les problèmes structurels. C'est les problèmes structurels. Hein. Or, nous gérons... Récemment, un comité de réflexion vient de produire une brochure de 193 pages. Hein. Que moi, je n'ai pas vu encore. Oui. Et ça me ferait plaisir de voir. Et pour nous activer, nous, on ne cherche pas de salaire, on ne cherche rien. Nous sommes à la retraite, et bien à la retraite. Vous pouvez nous associer pour que nous prenions connaissance de ces documents et vraiment nous allions nous donner notre point de vue. Mais comment il s'appelle, docteur Bano dit que c'est à l'approbation de tous les Guinéens, chacun peut apporter sa critique dessus. Oui, mais il faut-il qu'on connaisse le document. Okay. Moi, je ne l'ai pas lu. On revient sur l'enseignement des langues nationales. Et c'est pourquoi je vous remets un petit document pour vous donner ma réflexion. Oui. La réflexion du parti, le PDG. Parce que je vous rappelle que Elhadj Mamadi Sanassi a été d'abord enseignant et pendant toute son carrière, pendant 40 ans. 49 ans. 49 ans, il a enseigné. Oui. J'ai commencé à enseigner en 1963 et j'ai été libéré en 2012. Comptez bien, ça fait 49 ans. Ok. Alors donc... Oui. Mais pourquoi vous avez viré pour l'enseignement des langues nationales? Bon, vous tombez brutalement dans le sujet. Oui, allons-y. Oui, c'est-à-dire que l'éducation, quand nous avons eu l'indépendance, 58, la priorité des priorités, il fallait que le pays soit réellement décolonisé dans les mentalités, décolonisé dans toutes les structures qu'on a héritées du colonialisme. L'indépendance totale. C'était une indépendance totale. Pour ça, il faut des hommes, il faut les former. La politique principale, c'est former l'homme nouveau, qui n'est formé qu'à l'école. Alors, donc, nous avions un credo, une structure de base. Il faut lier l'école à la vie. Pour nous, on n'entre pas à l'école pour entrer à l'école. On entre à l'école pour servir dans la vie. Le volet éducation. Le volet éducation. Au-delà de l'enseignement, il y a l'éducation. C'est-à-dire qu'on n'entre pas à l'école pour enseigner, pour apprendre. Or, le cours, on enseignait sur le banc. Mais l'éducation n'était pas. Or, l'éducation contient l'enseignement. L'éducation, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Surtout. Alors, vous voyez, or, c'est le volet savoir simplement qui était... qui préoccupait le colon, formé simplement pour pouvoir s'occuper des questions par exemple, de gestion de la colonie. Il fallait des auxiliaires de cette gestion-là. C'est pour ça qu'on prenait des gens, on les formait, mais en petit nombre. Ceux qui nous ont baptisés enseignement d'élite. Alors que chez eux, là-bas, dans la métropole, les gens sont massivement formés. Parce qu'ils ont besoin, ils veulent occuper le monde. Il faut des bras. Alors donc nous avons adopté la ligne de masse dans l'éducation. Il faut que tous les jeunes Guinéens, dans la mesure des moyens du pays, on n'a pas de moyens, dans la mesure des moyens du pays, il faut que tous les jeunes de Guinée puissent aller à l'école. Dès ce départ-là, tous les gros villages ont construit des hangars. Des hangars qui allaient constituer les classes. Et on a pu, pour pouvoir doter ces hangars-là de maîtres, parce qu'il ne s'agit pas de recruter, il faut des maîtres. Tous ceux qui avaient le certificat d'études primaires avant ont été recrutés. Et on les a formés rapidement sur le tas par des stages pédagogiques. Il y avait 3 mois de vacances. Les 3 mois de vacances étaient réservés rien qu'à la formation pédagogique des jeunes maîtres. Et on a créé des écoles normales primaires et une école normale secondaire.
il était en projet déjà de créer des universités. Les écoles normales primaires, on en a créé au moins 4. Une à Massanta, une à Kankan, une à Dalaba, une à Bofa, dans un village d'ailleurs, de Monchon, là, tout près de Monchon. Là Bofa, oui. Bon, il y avait une école normale là-bas. Et plus tard, un peu Kindia. On a créé des écoles normales, d'abord pour élargir la base de la formation des enseignants. Et avec le temps et le recyclage et les stages, former les autres sur le temps. Voilà ce qui avait été fait. Parce qu'il faut pouvoir former massivement les jeunes. Et c'est ce que nous avons appelé la formation de masse. Cette formation de masse n'était pas sans exigence. Il faut vous détromper. Les gens, nos adversaires politiques ont vite fait de dire l'enseignement de masse, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire nous avions un credo. On allait en venir, vous allez nous expliquer plus tard l'enseignement de masse. Nous avions un credo. Le credo, c'est lier l'école à la vie. On n'est pas formé pour être formé seulement. Il faut que l'enfant qui est formé puisse revenir au village, mais qu'il ne soit pas un étranger au village. Si moi je viens dans mon village, il ne faut pas que moi dise, lui c'est le Toubab. C'est pas vrai, je ne suis pas Toubab. Je suis fils de paysan. Vous êtes d'abord avant tout fils de paysan. Mamadi Sanassi. Qui est alors né et grandi dans le village, j'ai fait tout ce que les autres enfants du village ont fait. Il ne faut pas qu'on mette un Toubab là-bas. Il faut absolument décoloniser l'enseignement. Moi par exemple, à l'école primaire, je suis entré à l'école en tant que colon. Ce temps colon-là, moi, on m'a enseigné que mes ancêtres sont des Gaulois aux yeux bleus. Et c'est ce que moi je récitais. On me faisait réciter aussi que Samori, les Béazins, les Alfaya sont des roitelets sanguinaires qui n'ont fait que tuer. Seulement. C'est ce qu'on m'enseignait et c'est ce que j'apprenais. Par contre, je connaissais bien l'histoire de France. J'étais fier d'un Charlemagne. Charlemagne, lui c'est pas moi, lui 16, lui 14. D'un Hollande, d'un Olivier, des chevaliers, sans peur et sans reproche. Je les connaissais. Les Clovis, tous ces rois-là, je les connaissais. Et j'étais fier d'eux, je me réjouissais à l'idée que ce sont mes ancêtres. C'est ce qu'on m'a appris, moi. Il a fallu l'indépendance pour que j'apprenne que non, mes ancêtres, c'est plutôt Samori. Samori, les sanguinaires. On a présenté comme des sanguinaires. Bon, alors voilà. Il a fallu l'indépendance pour que j'apprenne ça. Donc, c'est ça. La ligne de masse, c'est former un grand nombre de jeunes qui puissent faire face aux tâches du développement. Mais est-ce que, Elage, quelque part, est-ce que l'enseignement des langues nationales, c'était pas une utopie aussi? Parce que on ne sait pas à quoi ça allait aboutir. C'est très bien. La ligne de masse, c'est-à-dire quand on dit lier l'école à la vie, ça voulait dire l'école de la vie. C'est-à-dire l'école par la vie, l'école dans la vie et l'école pour la vie. C'est quoi? Là, quand je suis affecté dans un village, l'instituteur du village, dans ce village, des gens vivent. Depuis des siècles, ils vivent là-bas. Tout à fait. Ils ont des formes de vie. Il y a la culture. C'est pas moi qui leur ai appris ça. Ils ont leur langue. C'est pas moi qui leur ai appris ça. Ils ont ils font face à leurs problèmes quotidiens que l'État ne résout pas. C'est eux qui résolvent ces problèmes-là. Cette culture-là, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qu'un peuple crée pour faire face à sa survie, à sa vie, c'est ça la culture. Cette culture-là, ce peuple l'avait inventée. Ce peuple ne peut pas l'appeler ignorant. Non, c'est pas vrai. Nos langues sont l'expression de notre culture. Nos langues sont le support de notre culture. C'est le support de la culture. Nous parlons français. Il n'y a pas que français en France. Il y a le breton. Il y a d'autres langues. Bon, pourquoi? C'est la langue de l'île de France. Le français qui est devenu la langue officielle, langue nationale, français. Mais il y a d'autres langues. Tout à fait. Il y a d'autres peuples. Donc, toutes les langues sont capables
de développement. Pour parler même, comme vous êtes dans le truc des langues, oui. et on reproche souvent au régime de Sékou oui. de ne pas pouvoir développer une langue nationale, oui. comme vous l'avez dit, pour que cette langue soit la langue nationale de la Guinée, parlée par tout le monde. Pourquoi chaque région, chaque préfecture, si vous voulez, avait sa petite langue ou son petit patois qui est là et qu'on développe. Si vous voulez bien, c'est-à-dire que voilà, les langues, et ici à Conakry par exemple, d'une manière générale, c'est le Soussou qu'on parle, n'est-ce pas? La langue Soussou a été créée par le peuple Soussou, des locuteurs Soussou. Ils savent comment il faut manger, ils savent comment il faut cultiver, ils savent comment il faut boire, ils savent quelle eau boire et où la trouver. Cette culture-là, ils l'ont. Et si tu vas à Kanka, c'est le Maninka. Ils ont eu aussi leur culture. Si tu vas à l'Abbé, c'est le Poulard. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas choisir... Laisse-moi venir à ça. Oui. Il faut, si tu vas à l'Abbé, c'est le Poulard. Tu vas à Gekedou, c'est le Kissier. Tu vas à Massanta, c'est le Loma. Et si tu vas... à Boké, Mikifore, tout ça là. Bon, si tu veux, il y a tout ça. Mais c'est la sphère d'influence, c'est le Soussou. Boké, par exemple. Tout à fait. Parce que vous allez me dire pourquoi on n'a pas choisi le... Parce qu'on a choisi 8 langues. Nous avions retenu 8 langues. Les 8 langues, il y avait donc le Soussou, il y avait le Poula, il y avait le Maninka, il y avait le Lomal, il y avait le Palais, pour dire que. Il y avait des langues minoritaires, mais qui n'avaient pas de ressemblance avec les autres et qui avaient des structures un peu particulières. C'est le Bassari, par exemple, le Konyagi. Alors qu'on a ajouté pour faire les 8 langues. Était enseigné aussi. Était enseigné. C'est les 8 langues qu'on a enseignées. C'est tenu compte de toutes ces spécificités. D'une manière générale, quand vous parlez de Soussou, les gens de Boké, Mikifore et autres parlent de Soussou, ils se retrouvent là-dedans. Quand ils parlent de Maninka, les Kouranko, les Konya, et autres ils se retrouvent là-dedans. Oui. Alors donc, c'est-à-dire que c'est cette étude qu'on a faite, ça ne peut pas faire au hasard. Et ça combinait. Oui, sauf que pendant ce premier régime, il y avait beaucoup de mouvements de fonctionnaires. Les enfants, par exemple, qui quittaient à Conakry, qui partaient à Zérékoré. C'était pas un inconvénient. Comment ça? C'était pas un inconvénient. Et c'était même une chance. Beaucoup d'enfants, d'ailleurs, c'est ça. C'était une chance parce que ça avait une pluralité de langues. Quand je suis venu, j'ai été muté à Conakry ici, le 3 avril 1984. La décision, le premier communiqué m'a muté à Conakry ici. Parce que tous les gouverneurs sont démis de leurs fonctions. Et ils rejoignent leur poste. Vous étiez où en ce moment? J'étais à Guéguédou. Comme gouverneur. Donc j'ai été démis, je suis revenu à Conakry. Et je suis avec mes enfants qui ne parlaient pas le Soussou. Mais aujourd'hui, ils parlent mieux Soussou que moi. Et puis, cette langue-là, ça c'est facile. Toute langue a ces vecteurs-là pour pouvoir enseigner ça. Mais on le fait pratiquement, oralement, et on ne structure pas. L'enseignement des langues nationales, satisfaisait l'école de la vie. C'est-à-dire que toutes nos langues-là, aujourd'hui, ce que je vous dis, on a mis le pays en retard en bloquant les langues. On a mis le pays en retard. C'est un retard, je vous le dis. Si on vous associait à ce comité de réflexion, est-ce que vous... J'allais donner mon point de vue. Vous auriez souhaité que l'enseignement des langues nationales continue en Guinée? Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, au moment où je parle, je suis à la télévision, les gens me voient. Tous les enseignants, tous les spécialistes de l'éducation sont unanimes que l'enfant apprend mieux quand c'est sa langue maternelle que lorsque c'est une langue étrangère. Ce que je vous dis, ça c'est psychologique. Dès que l'enfant atteint 25 semaines dans le sein de sa maman, il est en communication avec sa maman. Les chants de sa maman, les lectures de sa maman, les paroles de sa maman, les mots de sa maman lui viennent. Et son psychisme s'ouvre sur ça. Oui. C'est ce qu'il reçoit en premier lieu. Quand cet enfant naît, la preuve qu'il a suivi, qu'il n'était pas, c'est pas à partir de sa date de naissance seulement, qu'il a suivi ce que sa maman vivait comme langue, les chants que sa maman chantait, la musique qu'elle écoutait. Dès qu'on met ça, lorsqu'il pleure, dès qu'on met ça, là, il commence à être gay. Il se rappelle, il se dit, ah oui, j'ai écouté, c'était. Ça veut dire que la communication commence au sein de la maman. C'est pourquoi la maman a donné le nom
à la langue maternelle. Maternelle, oui. C'est elle qui donne la langue à l'enfant. On ne dit jamais langue paternelle. Hein. Bon, alors donc si jamais... Alors que c'est le papa qui... Alors si vous donnez la connaissance par ce biais-là, ça rentre plus facilement parce que le psychisme est ouvert déjà à ça. Il est déjà prédisposé à ça. Les connaissances rentrent plus facilement que si tu lui donnes une nouvelle langue. C'est comme tu prends une calebasse que tu recourbes. Tu mets de l'eau là-dessus, ça va couler ou pas? Ça va couler. Mais si tu ouvres, ça va rentrer là-dedans. Bon, alors c'est comme ça. Donc tous les spécialistes de l'éducation aujourd'hui sont d'accord, y compris en Guinée ici. Ils le savent, ils ne le disent pas, mais ils le savent. Ce que je dis là, ils le savent. Ils savent que l'enfant apprend mieux la langue seconde quand il apprend sa langue maternelle. Si je veux bien parler français, il faut que je commence par parler maninka. Dans ce cas, je parlerai très bien français. Je vais vous donner des exemples. En 1968, c'est la date officielle du lancement des langues nationales. 2 août 1968 à Kankan. Un conseil supérieur de l'éducation qui comprenait tous les cadres de l'éducation. Oui. Et tous les cadres politiques et administratifs du pays étaient réunis. Il a été question d'engager l'enseignement des langues nationales. On disait l'enseignement des langues nationales et dans les langues nationales. Quand il a été question de ça, un inspecteur d'académie à l'époque, El Hadj Bachir Touré, il était inspecteur d'académie à Kindia. Quand tout le monde était tombé d'accord, il a levé la main. Le président a posé la question, est-ce que tout le monde est vraiment d'accord? Bachir Touré a levé la main. Il dit, camarade président, moi personnellement, j'ai des réserves. Il dit, ah bon? Il dit, bon, vous avez la parole. On lui a donné la parole. El Hadj Bachir a expliqué. Si nous allons maintenant, jusque maintenant, c'est en français que nous enseignons. Si nous allons maintenant à l'enseignement des langues nationales, alors que nous n'avons pas préparé les manuels, nous n'avons pas réuni tous les documents qu'il faut, comment nous allons pouvoir faire ça? J'allais en parler un peu là. Comment nous allons pouvoir faire ça? Est-ce que ça ne va pas faire baisser le niveau? Et là, Bachir a posé le problème. Le président a dit, alors, très cher camarade, vous venez d'entendre les réserves de notre camarade Bachir Touré. Qu'est-ce que vous en dites? Tous les enseignants étaient là. Tous les cadres étaient là. À l'époque, le ministre de l'Éducation, c'était Tibou Tounkara. Un brillant enseignant. Très brillant, hein, Tibou Tounkara. Il a été un valable cadre, malgré tout ce qui est arrivé. Alors, les débats ont été engagés. Les gens ont discuté, il y a eu des propositions. C'est exact, il faut des documents, il faut faire ceci, il faut faire cela. On a dit, bon, ce que nous allons faire, en conclusion, je vais vous faire au moins au milieu local. Mais le problème structurel dont je veux parler, c'est que l'école doit se donner une vocation. Pourquoi l'école? Pourquoi on va à l'école? Aujourd'hui, par exemple, en Guinée, on a besoin de développement. Nous avons besoin aujourd'hui, nous avons valorisé les sciences fondamentales et les technologies. C'est ce qui était l'institut supérieur, c'est pour former les techniciens supérieurs. C'est pourquoi on n'a pas d'université, on a des instituts polytechniques. Pour former les techniciens supérieurs en tout. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. C'est le pays a besoin de ça. Et il y avait des instituts un peu partout. Institut agronomique, de recherche par exemple, institut vétérinaire. Institut de Kilissi pour la culture du riz. À Kindiala, Kilissi, c'était pour la culture du riz. Des institutions d'enseignement supérieur et pour la recherche scientifique. L'Institut Pasteur, à Kindia encore, et qui a formé, qui a fait beaucoup de vaccins d'ailleurs, contrairement à ce que les gens racontent. L'Institut Pasteur, évidemment, les Français en arabe avaient détruit beaucoup de choses, mais on a remplacé après. Ça a été remplacé après. Nous avons aujourd'hui l'Institut de Rogané, là par exemple. Rogané, on voit dans tous ces pays, à part l'Afrique du Sud, tu ne trouves pas un institut de recherche océanographique comme Rogané. À part l'Afrique du Sud, il n'y en a pas. C'est-à-dire que nous étions en avance, on était réveillés avec le jour. L'ennemi de classe s'est mis à raconter des histoires, à dormir debout, pour vous endormir votre conscience. Et pour nous amener là où on est. Parce qu'aujourd'hui, on est parmi les derniers. Parce que l'école forme des chômeurs. Ça ne va pas. Il était question, parce que je me rappelle d'un CNR où on a à débattre. Le président a dit que ce n'est pas juste de former un enfant et de le laisser à l'abandon. Ou de former un enfant, puisque l'administration aura besoin de quelques-uns, comme administrateurs, comme enseignants, comme médecins, les prendre et laisser les enfants des autres comme ça à l'abandon.
que ça c'est injuste. Que dans ce cas-là, il faut que le salaire qu'on donne à son frère qui est administrateur, ou qui est infirmier, ou médecin, ou qui est professeur, il faut qu'on lui donne le même salaire, parce qu'il est guinéen aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les organiser, leur donner un capital, et les mettre en activité. Si quelqu'un refuse maintenant de faire cette activité, là ce n'est plus nous, tu es libre à toi d'aller faire ce que tu veux. Que ce soit dans le domaine zootechnique, que ce soit dans le domaine agricole. Il faut absolument les équiper, il faut leur donner des engins, il faut leur donner des semences, il faut leur donner du carburant, il faut les prendre en charge au départ, qu'ils cultivent. Alors, si aujourd'hui, on donnait des tracteurs à tous les jeunes chômeurs, on leur donnait des tracteurs, je crois qu'ils vont laisser. Ils laisseront. Mais ils vont prendre, mais sauf que pendant le premier régime, malgré les FAPA et les trucs de production que le régime a créés, on a mené des tracteurs. Il paraît que des tracteurs là ont pris d'autres chemins. Non, c'est-à-dire que le pays, là, en ce temps-là, l'État était en avance sur la mentalité des populations. Les gens ont construit ça comme pour voyager là-dedans. Moi j'ai été, je vais te conter une scène, j'ai été à Sikasso. C'était au cours de, vous savez, nous allions faire le club Ahmed Séoutonal, le célèbre à Bamako. En une année, en 2008, j'ai été à Sikasso. Je vois un tracteur là-bas, PRL de Denguédou. Denguédou, c'est un village de Guéguédou. Moi, j'étais fédéral là-bas, j'étais gouverneur, donc je connais bien le PRL de Denguédou. Ça, c'est une machine de la Guinée. C'est une machine de la Guinée. Ça veut dire que le tracteur se sont retrouvés. Les Maliens nous ont dit, ça dit que vous ne connaissez rien. Oui. Ça, c'est si vous êtes un bon président, mais vous ne savez pas. Nous, aujourd'hui, on est en train. Eux, ils ont fait des forges. Là-bas, les pièces, c'est eux-mêmes qui les forgent. Il faut voir ce que ça fait. C'est-à-dire que ça allait venir. C'est avec le temps que ça allait venir. Les gens allaient comprendre. Il faut manger. Il faut manger. On ne peut pas rester sans manger. On ne peut pas tendre la main. Celui qui te donne à manger, qui te nourrit, mais c'est lui qui te tient. Tu es son esclave. Alors, voilà le problème. Et là, nous nous acheminons vers la fin de l'émission, mais en tant que pédagogue, un enseignant, quel regard aujourd'hui portez-vous sur l'école guinéenne, en gros? Tout le problème de notre école, aujourd'hui, c'est le manque de vision. Il faut une vision pour l'école. De quelle vision vous voulez? La vision que je veux, que nous nous retrouvions en tant que patriotes. D'abord patriotes. Il faut aimer le pays. Il faut aimer le pays. Qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'il faut faire pour nos enfants? Absolument, il faut les former. Mais quand on les forme pour les former, les abandonner dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Quelle destination il faut donner à leur formation? Aujourd'hui, l'enseignement se situe au niveau de la licence. LMD, le système LMD. Bon, c'est la licence seulement. Mais master là, et doctorat là, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Nous n'avons pas de professeur d'enseignement supérieur. Ça, je vous le dis, hein. Moi, je vous l'apprends parce que je vis en Guinée ici. On n'a pas de professeur d'enseignement supérieur. On n'en a pas. C'est les anciens qu'on est en train de recycler, qu'on ne peut pas envoyer à la retraite. Si on les envoie à la retraite, les universités vont fermer. Ils sont là, les camarades de mon âge, 70 ans, 71 ans, 75 ans, un camarade est mort l'autre jour. Qui continue à enseigner. S'ils ne sont pas là, qui vont enseigner. Il n'y a pas, on ne forme pas. Alors qu'en notre temps, je t'ai dit que les meilleurs étaient recrutés d'abord, ceux qui font les meilleurs diplômes. Mention bien, très bien, excellent. C'est eux qu'on reprenait tout de suite. On leur accordait des bourses d'enseignement supérieur pour aller se former et revenir maintenant comme docteur ou plus. Alors, ils venaient de professeurs de rang magistral. Maintenant, c'est les professeurs de lycée, ceux qui sont formés pour les lycées, qui sont en train de tenir les universités. Et les gens qui, puisque c'est l'État qui paye ces universités et richement, eux maintenant, ils commandent quelques professeurs à Abidjan, à Dakar, en France, pour venir donner quelques cours magistraux. Mais le reste est tenu par les professeurs de lycée. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui va continuer pour notre pays? Nous allons continuer à former des gens au rabais. C'est aujourd'hui qu'on forme au rabais. Puisque tous les enfants s'arrêtent à la licence. C'est l'attaquant qui a remise de diplôme. C'est quoi? C'est la licence. C'est la licence, justement. 2 ou 3 ans après le bac. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne connaissent pas. Voilà, on a abaissé maintenant le niveau. À notre temps, ce n'était pas abaissé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut refonder
cette école, avec une nouvelle vision. Quelle est la position du PDG aujourd'hui? C'est ce que je viens de dire, une nouvelle vision. Le PDG n'apporte d'autres propositions qu'une nouvelle vision pour notre école. Parce que l'un des acquis quand même il faut tirer les leçons de ça. Parce que nous, on formait chaque année, au moins 600 allaient faire le poste universitaire pour venir comme docteur. 600 au moins, chaque année. On faisait ça. Alors, c'est pour ça qu'ils sont venus, on a créé des universités. Il y avait 30 universités au moins à l'intérieur. 30 universités à l'intérieur, qui avaient des professeurs bien formés, mais qui sont vieux aujourd'hui, et qui sont comme moi, à la maison. Ils ne peuvent pas continuer. On ne peut pas continuer. Mais on ne peut pas les laisser aussi, puisqu'il n'y a personne d'autre. Regardez nos professeurs qui ont été formés en médecine. C'est eux qui tiennent tous ce grade de professeurs là, qui enseignent la médecine. Ils sont tous dans les cliniques privées. Vous allez à l'hôpital, vous ne les trouvez pas. Ils sont tous chez eux parce qu'ils cherchent à manger. Ils travaillent. Alors qu'on en formait en masse. En masse. Mais est-ce que là, on ne risque pas de tomber si vous voulez, dans le système gabonais? Parce qu'au Gabon, on nous a appris que quand le pays a fait l'ouverture, pendant que les autres pays africains étaient fermés, et les étrangers sont venus, ils ont développé, si vous voulez, la médecine, des trucs au Gabon. Mais après tout, quand ces étrangers se sont retirés, le système s'est affaissé. Non, attention. Le cas du Gabon. Il y a combien de médecins guinéens au Gabon? C'est ce que j'ai dit. Combien de médecins guinéens qui sont formés ici par nos universités? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans ce système-là après? Ça dit ce que je veux dire. On fait appel aux étrangers, ils vont venir. Non, nous on ne fait pas. L'étranger, ça se paye. Il ne fait pas appel aux étrangers pour venir. Nous, on avait abandonné ce système de faire appel à l'étranger. Non, maintenant, là, j'ai dit. Ah bon, mais si on dit de faire appel aux étrangers, j'ai dit la refondation de l'école. La refondation de l'école est un projet qui compose. Quand on pose la solution, ce n'est pas moi seul qui la trouve. C'est l'ensemble des Guinéens patriotes, y compris les spécialistes de l'enseignement supérieur. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'enseignement supérieur. Les spécialistes de l'enseignement supérieur, on se retrouve, on trouvera une solution. La solution sera trouvée. Le Guinéen est un patriote, le Guinéen est un homme doué. Si nous nous réunissons réellement, est-ce que notre système va continuer comme ça? Rien que les licences. Tous les enfants licence. Tous les enfants licence seulement. Ça suffit ça. Autant qu'on lance ça, c'était les licenciés. Et ce qu'on appelle universitaire, ceux qu'ils appellent universitaires, les intellectuels, c'était licenciés seulement. Licence 2-3 ans après le bac. C'était eux. Alors qu'en France, là-bas, en Allemagne, ils forment jusqu'à la fin. Comme nous nous acheminons vers la fin, Elhadj, aujourd'hui, beaucoup de manuels foisonnent nos écoles. Et qu'est-ce qu'il faut? Quel manuel il faut pour l'école guinéenne? Oh bon, ça c'est un autre problème. Oui. Avant le manuel, il faut le programme. Oui. Le contenu de l'enseignement. C'est le contenu de l'enseignement qui demande le manuel, qui dira si tu dis je veux tel enseignement. On a pris le flamboyant, on a pris beaucoup de manuels. Oui. Chaque année, c'est de nouveaux manuels. J'ai vu tous ces manuels-là, mais ce qui est important, c'est le contenu des programmes. C'est les programmes qui vont guider les gens pour les manuels à obtenir. Si je dis par exemple, je veux donner que mes enfants aient tel niveau en mathématiques, après 9 ans, après 10 ans, après 15 ans, à l'école, il faut qu'ils aient tel niveau. Alors, obligatoirement, je trouverai les manuels qui sont en rapport avec ce niveau-là. Ça viendra avec la refondation. Bon, il y a des manuels, il y a de bons manuels, j'ai vu certains manuels qui sont bons. Mais les programmes, depuis 1984, on a fait des réformes sur les programmes, une légère réforme. D'ailleurs, on a expurgé des programmes, tout ce qui est positif. La Guinée est indépendante en 1958 parce que nous avons dit non. Les gens disent non, on a voté massivement, non, on a bourré les urnes. Il y a même un journaliste qui me l'a posé. J'ai dit, mais quand le blanc était là, nous avons eu 57 députés sur les 60. On a bourré les urnes encore, pourtant ce n'est pas nous qui avons organisé. Non, c'est les blancs. C'est les blancs qui ont organisé. On a eu 57 députés sur les urnes qu'on a bourré les urnes. Mais qu'est-ce que vous pensez de la suppression du baccalauréat première partie, par exemple? Non, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est des réformes à l'intérieur du cursus de la formation. Nous l'avons fait dans le temps. Avant, pendant la première réforme, on a supprimé un moment le premier bac. Mais quand on a compris que ça a un effet un peu négatif, on a remis. Donc c'est la deuxième république qui a trouvé que c'était remis et ils ont continué. Et je trouve qu'il faut supprimer. Ce n'est pas important. Le fondamental n'est pas là-bas. Le fondamental, c'est la refondation de l'école guinéenne. Que nous pouvons obtenir si nous nous réunissons pour discuter. Donc il faut obligatoirement les états généraux.
Ah bon, ils l'ont déjà fait, puisqu'ils ont dit qu'ils ont fait. Non, mais ce document-là, comme vous un comité de réflexion. Moi, je me demande qu'il y avait même des juristes, je ne sais pas quoi même. Oui, les juristes, l'éducation concerne tout le monde, parce que c'est nous qui formons les juristes. C'est nous qui formons les médecins, c'est nous qui formons tout le monde. Donc ça concerne tout le monde, il faut qu'ils soient là-bas. Parce que chacun on continue à exploiter pour son travail. Donc il faut qu'ils soient tous là-bas. Ça, c'est pas grave. Oui. Le grave, c'est élargir, que ce soit des patriotes qui aiment le pays. Qui aiment le pays, qui disent qu'est-ce qu'il faut pour nos enfants. Est-ce qu'il faut-il continuer à les former, les jeunes? C'est un danger, hein, je vais vous dire, tous les pays africains, hein, la jeunesse qui chôme là, ça c'est un danger, hein, pour tous les politiques. Personne n'est assuré de garder son fauteuil avec ce chômage de masse là. Parce qu'ils sont en train de faire des chômeurs massivement. Ce chômage de masse est une insécurité pour tout le monde. En premier lieu, les dirigeants politiques. Et là, comme la causerie tend vers sa fin, votre dernier mot, votre conseil aux millions de téléspectateurs. Ce que je veux dire à tous les Guinéens, c'est qu'il n'y a pas de développement sans une bonne éducation. L'éducation est la pierre angulaire du développement. C'est l'industrie première de toutes les industries. Il faut former l'homme. C'est-à-dire que, on parle de bauxite, on parle de fer, on parle d'or, on parle de diamant. C'est pas ça. C'est une richesse, c'est vrai. Mais la première richesse, c'est les hommes. Le Japon n'a pas ça. Mais il est plus développé que tous nos pays. Les deux Corées. Bon, les deux Corées ont beaucoup moins de richesse naturelle que nous. Mais ils ont valorisé la richesse humaine. Sans rien, on peut ne rien avoir. Si on est bien formé, on se tirera d'affaire. Il faut qu'on remette l'éducation en honneur. En notre temps, nous disions que l'enseignant, c'est le militant d'honneur de la Révolution. Vous avez trouvé ça ridicule. Mais c'est ça la vérité. Sauf qu'ils étaient maltraités. Ils n'étaient pas maltraités. C'était l'économie du moment. C'est ce qu'on avait. Ils n'étaient pas maltraités. Moi, j'ai vécu ça. J'ai eu un salaire de 3000 célis par mois. C'était mon salaire. Mais franchement, j'ai formé des jeunes qui me sont reconnaissants, qui m'ont donné des voitures après. J'ai formé des jeunes qui m'ont donné des voitures après. Ce que je dis ici, je demande, des gens le savent, puisqu'ils me connaissent. Des gens que j'ai formés à 3000 célis. Le salaire, ils m'ont donné des voitures après. Et là, nous tendons vers la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, la causerie était tellement intéressante que l'heure nous a pris. Nous étions avec monsieur Mamadi Sanassi, Elhadj Mamadi Sanassi Keita. Il est membre du bureau politique national du PDG RDA. Avec lui, nous avons parlé dans le cadre de la semaine consacrée au PDG, parlé du système éducatif pendant le premier régime. Et nous avons évoqué la situation de l'enseignement de masse, et la situation des bourses, la situation de la production. Bref, tous les ingrédients qui associés au système éducatif de la Première République. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Elhadj. Mais bon, merci bien. Et peut-être à vous revoir bientôt. Il n'y a aucun problème. Et votre document-là, il faut me le donner. Il n'y a pas de problème. Dans un autre numéro, on va vous passer l'email du comité de réflexion pour que vous rentriez en contact avec eux. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous allez apporter votre grain de sel au travail. Malgré mon âge, j'ai un email. Donc, ils n'ont qu'à, quand ils vont, s'ils me le demandent, je vais leur donner mon email et ils vont me l'envoyer. On va contacter Dr Bano, qui est un élément essentiel de ce groupe de réflexion. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis depuis 10 heures. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, à la semaine prochaine. Merci bien.